en Occident notamment, le Feng Shui occidental. J'ai testé ce micro, voir si ça fonctionne. 1, 2, 3. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, je recommence. Donc, je m'appelle Massimo Scapatura, je suis praticien en Feng Shui traditionnel. Alors, en Occident, même en France, on a souvent entendu parler de Feng Shui, mais de Feng Shui occidental. Le Feng Shui occidental, c'est quoi? C'est un art, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça a existé, ça a duré pendant des années en France. Et c'était, on prenait le plan d'un appartement, on faisait des traits au milieu, on faisait des cases, et on disait c'est la case de l'amour, la case du travail, la case de l'argent, de la prospérité. Mais je me suis tout de suite rendu compte qu'il n'y avait pas de cases négatives, il n'y a que des cases positives. Donc, c'est pas possible. Le monde parfait n'existe pas, sinon ça s'appellerait le jardin d'Éden. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'on vit aussi avec du négatif. Le négatif fait aussi partie de la vie, comme le positif. Il faut un équilibre des deux. On ne peut pas avoir que du positif, ça n'existe pas. D'ailleurs, quand on va aux toilettes, ce n'est pas un acte positif, c'est un acte qu'on doit faire dans une zone négative. Mais on va revenir là-dessus. Pour l'instant, juste je suis au stade de la présentation. J'explique juste qui je suis. Pourquoi j'insiste sur le fait que je fais du Feng Shui traditionnel? Parce qu'il peut y avoir confusion, justement. Et c'est cela que je voudrais éviter, que vous compreniez que vous êtes dans une conférence où on va parler de l'origine du Feng Shui, qui date de plus de 3000 ans, et de ce fameux art, qui est un art taoïste. D'accord? Ça vient du taoïsme. Bien, donc, en tant que praticien, pour pouvoir prétendre dire je suis praticien et j'ai la connaissance et je sais de quoi je parle, pour cela, on ne peut pas s'autoproclamer praticien. Donc, si aujourd'hui je me présente en tant que praticien, c'est que j'ai été diplômé dans ce domaine. J'ai été diplômé par qui? Non pas par un site internet où on va chercher des formations que l'on paye et qu'on reçoit des trucs à lire. Pas du tout. Je suis allé étudier en Asie auprès d'un grand maître. Et même cela, ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que pour pouvoir aller étudier avec un grand maître en Asie, il faut être en quelque sorte élu, accepté. On doit montrer patte blanche, notamment au rapport avec les énergies, pour pouvoir prétendre aller étudier auprès d'un maître. C'est une démarche qui est assez complexe parce que c'est très compliqué le Feng Shui traditionnel. Donc il faut pour cela avoir une certaine logique avec les volumes, les espaces et surtout la logique des mathématiques et de la géométrie. Il faut avoir une connaissance dans tout cela. Ma formation de base est une formation qui est liée à l'architecture d'intérieur et de la décoration, donc c'est aussi pour ça que j'avais cette facilité dans les volumes et dans les espaces. Lorsque je regarde le plan d'une maison ou d'un appartement, très vite, je comprends le sens, la forme, comment c'est fait, où on rentre, là où on dort, où les toilettes, c'est assez simple pour moi. Alors que pour certaines personnes, lorsqu'ils ils voient un plan, ils préfèrent voir une vue en 3D, ça leur parle plus, c'est-à-dire qu'on voit les volumes et on se rend compte. Donc il y a cette notion aussi qui est importante dans l'art de pratiquer le Feng Shui traditionnel. Alors ça c'est pour l'aspect du métier en lui-même. Alors, juste on va passer à la page suivante. Donc je vous présente Maître Han, donc c'est ce fameux monsieur qui me donne son savoir au fur et à mesure des années de discipline. Et Grand Maître Yap Shenai, c'est son maître à lui. Donc, monsieur Grand Maître Yap Shenai n'est plus de ce monde. Lui, Maître Han, il détient la connaissance et il me la transmet à moi sous forme de disciple. D'accord? Ça c'était juste pour vous situer un petit peu dans la position et dans savoir qui je suis. Le Feng Shui traditionnel, tel que je le pratique, commence à l'extérieur d'une maison. Il ne commence pas à l'intérieur, à l'endroit du canapé, du lit, du WC, malgré que ça a son importance, mais la première chose à voir et à comprendre, c'est l'environnement extérieur. Alors là, vous avez un dessin qui semble très naïf, tel que vous le voyez, parce que c'est une maison, tel un enfant de CP pourrait la dessiner, avec une structure montagneuse et une rivière. Eh bien ça, messieurs, dames, c'est le Feng Shui idéal. C'est-à-dire que ce qu'on aime dans ce genre de positionnement de la maison, c'est que vous avez la montagne dans le dos de la maison, puisque la porte d'entrée est devant, et le yang, donc le mouvement, sur l'avant de la maison. Il y a toujours cette notion de yin et de yang. On aime
en feng shui traditionnel, avoir le yang sur le devant et le yin sur l'arrière. Le yin, la partie montagneuse, va avoir un aspect essentiellement sur l'aspect familial et sur l'aspect santé. La santé, c'est grâce au fait que vous ayez une montagne derrière vous que vous serez dans une bonne configuration feng shui et qui aura un impact sur la bonne santé. Cette maison peut être votre immeuble. D'accord ? Là, c'est un schéma. Vous pouvez imaginer un grand immeuble. Si derrière cet immeuble, il y a un autre immeuble, eh bien, cet autre immeuble va faire la montagne pour l'immeuble qui est devant. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on aime avoir le yang devant, donc l'eau, l'activité, la prospérité, la partie, je dirais, yang de la vie. D'accord ? Donc les relations externes, la carrière aussi, les perspectives de carrière. Donc, avoir une rivière qui passe devant sa porte en ville, c'est un peu compliqué. C'est même impossible. Voire dans certains cas, ça peut être intéressant, mais le prix de l'appartement coûterait très très cher. Si vous avez la Seine qui passe devant chez vous pour un appartement parisien, ça coûterait très cher. Donc ce qui se passe, c'est que en mode de calcul, nous, on se base sur ce que la nature nous a donné et sur ce que la nature a toujours fait. Si on enlève tous les humains de la Terre, qu'est-ce que c'est qui faisait du bruit dans la nature ou dans un endroit qui n'est pas animé par l'homme? Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit dans cette nature? C'est surtout l'eau. Le déplacement de l'eau dans la rivière, la cascade, ça va générer du bruit, donc du yang. Le côté prospérité, le côté relations externes, le côté, je dirais, avenir. Et le côté arrière, c'est le côté yin, c'est le côté plus santé et famille. Ce yang-là, comme je vous disais qu'on ne peut pas avoir systématiquement une maison devant la rivière, qu'est-ce que c'est qui peut être remplacé par la rivière? Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit et du mouvement aujourd'hui en ville? L'autoroute. Par exemple, l'autoroute, oui, si c'est une autoroute, je préfère l'avoir devant moi que derrière moi. Mais la route, tout simplement, le chemin qui mène à votre maison. S'il y a des voitures qui se croisent, ça fait du mouvement, ça fait du yang. On est dans une configuration équilibrée. Là où ça se complique, c'est pour ceux qui ont des très très belles maisons, des fois Montboron ou avec une superbe vue mer. Mais la vue mer, des fois, elle est côté baie vitrée, donc côté séjour. Mais on rentre côté montagne. C'est-à-dire qu'on rentre côté Montboron, et quand je sors de ma porte de la villa, j'ai le Montboron, une montagne devant moi, et au fond de ma belle villa, qui vaut 1,5 million d'euros ou 2 millions, j'ai une belle baie vitrée et on voit la mer. Ben, cette villa, même si elle est belle, même si sur le marché elle vaut des millions, a une configuration qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas alignée avec le feng shui. Donc, dans cette maison, il y aura vraisemblablement des propriétaires qui vont se suivre et se succéder par rapport à des divorces et des problèmes de santé. Alors ça peut vous sembler bizarre, mais c'est comme ça. Sauf si la maison est une résidence secondaire, c'est-à-dire qu'on y passe peu de temps, genre 3 mois par an, ça n'agira pas. Là où ça va commencer à agir, c'est quand vous y passez tout votre temps, c'est-à-dire toute votre vie. Vous rentrez le soir, vous allez là, c'est votre maison, la maison familiale. Donc si vous avez du yang dans le dos, donc pour moi le dos c'est la partie arrière de la maison, c'est le contraire de la porte d'entrée. S'il y a du yang dans le dos, c'est néfaste. Alors, on ne fait pas ce genre de conférence pour faire peur, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans cette configuration-là, par exemple au fond de votre salon, là vous avez la mer, et que votre porte d'entrée est face à un immeuble, là on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que mon couple a tenu? Est-ce que ma santé est bonne? Est-ce que j'ai des bons rapports avec mes voisins, avec mes amis? Est-ce que j'arrive à avoir encore des amis? Est-ce que j'ai des nouvelles connaissances? Est-ce que j'ai des bonnes relations externes en soi? Si ce n'est pas le cas, c'est que le feng shui s'est mis à agir de manière significative au sein de cette maison. Alors pourquoi, comment ça fonctionne? Pourquoi ça agit comme ça? Parce que ça peut sembler même dépasser l'entendement. J'ai une montagne derrière, je me sens bien, j'ai pas de montagne derrière, je vis l'enfer. C'est bizarre. Eh bien, tout cela vient de la perte d'instinct que nous avons eue avec les années, les successions des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maison,
C'est plus ça. C'est-à-dire que voilà, ça c'est le milieu urbain. On vit dans ça. Hein, vous avez des montagnes, des structures, des fois vous pouvez avoir la mer, mais voilà, Nice en général, c'est ça. Alors si on prend la ville tout entière, la ville de Nice tout entière, d'accord, et qu'on analyse le feng shui de Nice, parce que le feng shui ne s'analyse pas uniquement pour une personne, il peut s'analyser pour une entreprise, il peut s'analyser pas pour un animal, parce que mon maître il m'a dit vous avez assez à faire avec les humains, mais on pourrait le faire aussi sur un animal. Mais le feng shui va s'étudier sur une structure, une maison. Dans cette maison, après, tout dépend de ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a des colocataires? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce qu'on y travaille dans cette maison? Tous ces paramètres-là, on va les passer au crible pour voir exactement qu'est-ce que l'on fait dans cette maison et qu'est-ce qu'on peut y apporter. Mais si je prends le feng shui de la ville de Nice en général, donc j'analyse la ville. Pas une structure, juste un petit appartement, j'analyse la ville tout entière. Eh ben, le feng shui de la ville de Nice, il est juste parfait. C'est pour ça que la ville de Nice a tant de succès dans le monde. Quand vous allez au fin fond du Zimbabwe et vous dites je viens de Nice, les gens ils savent, c'est. Mais si vous dites je viens de Rococo ou de Forbach, ils ne savent pas où c'est. Et si vous prenez le feng shui de la ville de Forbach, c'est un feng shui qui est plus compliqué parce que c'est plat, les structures ne sont pas tout à fait harmonieuses. La ville de Nice, naturellement, elle a été favorisée tout simplement par rapport à son environnement. Et c'est pour ça, et c'est l'environnement qui a généré ça dans cette ville. Les montagnes, elles sont là avant la ville, la mer, elle est là avant la ville. Donc c'est cette configuration montagne-mer qui a fait au milieu la prospérité et la vie qui jaillit. Mais ça, c'est à l'échelle d'une ville. Mais quand on regarde à l'échelle de chaque habitant, c'est pas pareil. Il y a des habitants qui vont être favorisés, il y a des habitants qui seront dans une situation neutre, et il y aura des habitants qui seront dans des situations néfastes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comment est-ce que tout cela peut fonctionner? Parce que ceux qui ont des situations néfastes, dans ces cas-là, je dirais c'est une maison hantée, il faut la détruire, parce que tous ceux qui habitent ici, il y aura que des merdes. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que l'analyse d'un feng shui, il se fait en fonction de votre trigramme. Et le trigramme, qu'est-ce que c'est? Allez voir la page suivante. Je vais vous expliquer un petit peu plus là-dessus. Le trigramme, c'est votre carte d'identité énergétique que vous avez à votre naissance. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je calcule en fonction de votre date de naissance. Alors, il y a des personnes qui sont venues me voir pendant que j'étais là-bas dans la salle, qui m'ont demandé de leur calculer leur trigramme. Je vous l'ai fait? Oui, je vous l'ai fait. Voilà. Voilà, vous êtes feu. Et en fonction de votre trigramme, on va définir un élément. Et cet élément, il peut être bois, feu, eau, terre, métal. Il y a 5 éléments. Dans ces éléments, avec ces éléments, moi je vais faire 2 groupes. Le groupe Est et le groupe Ouest. Dans le groupe Ouest, on va trouver principalement de la terre et du métal. Et dans le groupe Est, on va trouver de l'eau, du feu et du bois. Ce qui se passe, c'est que si un couple se forme et que les deux trigrammes ne sont pas du même groupe, eh bien l'appartement sera plus favorable à l'un qu'à l'autre. Il y a toujours une situation qui fait que ça va favoriser plus un élément, donc un trigramme, plutôt qu'un autre élément. Ce qui veut dire qu'un appartement, il peut être néfaste sur plusieurs personnes, et puis d'un coup, il y en a un qui vient, et qui lui va avoir l'élément parfait pour cet appartement, et pour lui, ce sera bénéfique. Alors, c'est pas évident à comprendre, comme je vous l'explique, mais je vais vous donner un exemple assez simple. Avec mon épouse, on a acheté un appartement. Un appartement rue Delphino, à Nice.